BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Bitcoin proche de son record historique à 50 jours du fameux halving. Ça n'était jamais arrivé dans les cycles précédents. Assistons-nous à une anomalie cyclique? Et puis, les stablecoins sont-ils menacés en Europe avec l'arrivée de MiCA, Market in Crypto Asset, le règlement européen qui arrivera dans les mois qui viennent? On va voir ça dans quelques instants avec Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Bonjour Louis. Et puis comment l'intelligence artificielle et la blockchain peuvent vous servir, vous, épargnants? On en parle dans quelques instants avec Gaël Itier. Bonjour Gaël, fondateur SEO de Rain. Mais d'abord, point technique sur la situation. Le Bitcoin, après avoir culminé à 64 000 $ hier soir, est aujourd'hui à un peu plus de quasiment 63 000 $. On fait le point avec Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, qui est en ligne avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Alexandre, pour l'instant, le Bitcoin résiste et est largement au-dessus des 62 000. On est aux portes des 63 d'ailleurs. À quoi il faut s'attendre techniquement, Alexandre? C'est une bonne question parce que d'un point de vue technique, il n'y a plus grand-chose en fait devant nous. Le seul niveau important, c'est le sommet historique, c'est la zone qui est légèrement en dessous de 70 000. Donc c'est ça le niveau technique supérieur. La question c'est est-ce que c'est normal que l'on soit à quelques encablures dès maintenant, j'entends, je ne dis pas dans 12 ou 18 mois, je dis dès maintenant, est-ce que c'est normal qu'on soit monté à des zones de 64 000, qu'on soit passé en 4 jours de 50 000 à 64 000? Si vous voulez, c'est la célérité du mouvement en quelques jours, moi, qui m'interpelle. Parce que je sais qu'il ne faut pas tout le temps comparer Bitcoin à d'autres classes d'actifs. C'est une classe d'actifs, et les cryptos en général, qui ont leurs propres caractéristiques. Mais par phase, on a quand même vu dans le passé, je ne vais pas faire trop long, que Bitcoin a quand même répondu à des cycles de liquidité 2020-2021, puis des cycles de durcissement monétaire 2022-2023, avec donc des conséquences marché qui étaient visibles, et pas seulement sur les cryptos, sur les obligations, sur les actions, sur les devises, etc. Là, ce que l'on voit depuis 4 jours, je dis bien seulement la partie de 50 000 à 64 000 qu'on a eu, on n'a rien vu ne serait-ce que un tout petit peu ressemblant sur l'or, par exemple. L'or est resté complètement statique dans cette phase-là. Les métaux en général, la même chose. Les taux n'ont pas beaucoup bougé durant cette période-là. Il y a peu d'ajustement sur les taux ou sur le dollar qui justifierait que l'on ait, vous voyez, un appétit féroce pour les cryptos. Il n'y a pas eu de déclaration spéciale de banquiers centraux visant les baisses de taux à venir ou autre. Vous voyez, il y a peu un élément déclencheur où on se dit, tiens, sur plusieurs classes d'actifs, on voit pourquoi ça bouge comme ça. Donc là, c'est un mouvement uniquement crypto, et pas seulement Bitcoin, Ethereum et d'autres aussi altcoins qui ont beaucoup réagi. La question des flux, je l'entends bien. La question des flux Bitcoin, des flux sur ETF, je l'entends bien aussi. Simplement, il y a une partie, selon moi, qui est un peu surjouée actuellement et que j'attribue, peut-être que je me trompe, à un aspect un peu spéculatif depuis 4-5 jours. Autant le rallye qu'on avait de la zone des 20 000 à la zone des 50 000, c'est quelque chose qu'on défendait avec des arguments. Nous, en disant, voilà, la question des ETF, la question de la baisse de l'inflation, des temps de taux, et puis valeur refuge après les événements au Proche-Orient, il y avait tous les moteurs qu'il fallait pour aller à 50 000. C'était notre objectif initial. En revanche, moi, je plaide pour un peu de consolidation autour de 50 000 par rapport à ces questions d'ordre monétaire, vitesse d'ajustement des taux, etc. Et voir un actif ou une classe d'actifs qui toute seule réagit, et sachant qu'encore une fois, si on parlait que des flux ETF sur Bitcoin, pourquoi à ce moment les altcoins réagissent aussi, alors qu'il n'y a pas d'ETF là-dessus. Donc il y a un aspect comme ça un peu sectoriel très puissant, et sur lequel moi j'ai peu d'arguments. Et si on parle des flux, encore une fois, les flux, quand le marché a acheté Bitcoin en novembre ou décembre, c'était en prévision d'un accord de la SEC par rapport aux ETF, donc on prévoyait déjà ces flux, on parlait déjà de tout ça, de l'intégration des ETF Bitcoin dans les plans d'épargne américains ou autres. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va un peu trop vite. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de ressort. Et encore une fois, je viens d'argumenter sur les flux. Si c'est une question de flux, c'est des choses qui ont déjà été anticipées et jouées pendant 3-4 mois. On n'a pas attendu que ces flux arrivent. C'était la prévision faite que quand la SEC allait valider, déjà 2-3 mois avant, on jouait l'aspect flux en amont. Donc, moi, je pense qu'il y a un risque, voilà, on verra si je me trompe ou pas, il y a un risque qu'on revoie les 50 000. Moi, je pense que ce serait plutôt sain qu'on n'aille pas à 60 000, 110 000 et qu'on accélère, même si tout le monde et tous ceux qui détiennent des bitcoins ont envie que ça aille toujours plus haut, plus vite. Mais d'un point de vue l'aspect sain du marché, pour pas qu'il y ait de bulles, d'exagération, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des pauses. Après ce shoot à plus de 60 000, moi, je le verrais bien de manière saine retomber vers les 50, pas forcément beaucoup plus bas,
bas, mettons la zone des 50. Voilà. Et ça, je trouve que ça correspondrait plus à l'ambiance que l'on a, monétaire, taux, ajustement des bilans. Pour vous donc, Alexandre, par rapport au contexte, vous appelez un peu de sagesse et un retour en arrière serait sain. Mais quel est en fait pour finir rapidement, le prochain niveau technique à la hausse à surveiller, c'est tout simplement le record historique, les quasi 69 000 $? Oui, il y a quasiment rien d'autre. Il y a pas vraiment de palier après intermédiaire, il n'y a pas de niveau ancien qui pourrait faire office de résistance particulière. Donc oui, le niveau au-dessus de nos têtes le plus proche, c'est le sommet historique. Bon, eh bien on surveillera ça, Alexandre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chef analyste chez IG, Alexandre Baradez. Bonne journée, bonne soirée. Messieurs, je voudrais, comme on l'a fait avec Alexandre d'un point de vue plus technique, qu'on revienne sur cette hausse fulgurante du Bitcoin dans les cycles. En fait, la hausse en elle-même n'est pas surprenante parce que on avait pas mal de bonnes nouvelles devant nous, mais ce qui est surprenant, c'est la célérité et la puissance de cette hausse à ce moment-là du cycle, très tôt dans le cycle, je le disais tout à l'heure, à 50 jours du halving. En général, la hausse a lieu plutôt quelques semaines après le halving, et là on a une hausse très très forte. Bitcoin est à son quasi ATH, là, pas très loin. À ce moment-là du cycle, oui, est-ce qu'on a affaire à une anomalie ? En fait, on ne sait pas si on a affaire à une anomalie parce que je pense que c'est un peu une erreur de comparer Bitcoin à un actif classique. En fait, c'est une toute nouvelle classe d'actifs, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Et je suis pas... Enfin, je pense être un peu en désaccord avec ce qu'a dit Alexandre. Je pense qu'effectivement, comme tout, la hausse est fulgurante, donc forcément, voilà, il y aura peut-être même un short ou une baisse aussi fulgurante, mais moi je pense pas que ce soit tant une surprise parce que les ETF changent tout. C'est-à-dire que dans le précédent cycle, donc dans le précédent bull run où on a vu le dernier ATH, il n'y avait pas les ETF. Là, les ETF aux États-Unis, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait deux choses. La première, c'est que ça permet à n'importe qui d'investir en 2 clics sur le Bitcoin. Avant, vous étiez obligé de passer par une plateforme d'échange. On connaissait pas. Il y avait une mauvaise réputation, ça faisait peur, ça fait peur à beaucoup de gens. Des gens qui sont dans cet écosystème, maintenant c'est tout à fait accepté. Il y a eu un premier tri, notamment avec la chute d'FTX et d'autres plateformes, de ceux qui faisaient pas forcément bien leur travail. Donc aujourd'hui, on a des plateformes quand même qui tiennent un peu plus, dans lesquelles on a plus confiance. Mais ça reste quand même pour des gens de plus de 5 ans, de 60 ans, qui ont un peu d'argent à investir, ça fait peur ces choses-là. Donc la première chose, c'est ça que permettent les ETF, c'est d'investir via des tiers tout à fait connus, donc comme BlackRock par exemple. Donc ça, c'est un premier flux. Mais le deuxième surtout, c'est que ça permet en fait, et c'est ce qui manque à l'écosystème crypto pour se développer, c'est des outils qu'on retrouve dans la finance traditionnelle. Si vous êtes un asset manager, vous avez la possibilité d'investir dans le Bitcoin de manière traditionnelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de détenir le Bitcoin. Là, tout de suite, vous achetez l'ETF, vous pouvez le revendre dans la journée sans toucher au Bitcoin. Et ça change énormément de choses. Donc moi, je ne suis pas forcément surpris avec ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Et quand même, la troisième chose aussi, et ce qui fait que c'est un actif qu'on connaît encore mal en fait, mais enfin, les Bitcoin maximalistes diront qu'ils le connaissent bien, qu'ils savent anticiper les choses, mais que les institutionnels peut-être encore se posent quelques questions, c'est que c'est un actif, pour la première fois dans l'histoire moderne de l'économie, c'est un actif qu'on peut détenir soi-même. C'est-à-dire que, comme l'or, en fait, le Bitcoin, c'est les mêmes caractéristiques que l'or, à une différence près, c'est que l'or physique, vous ne pouvez pas l'envoyer une fraction de seconde à l'autre bout du monde. Avec le Bitcoin, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter aussi rapidement que vous pouvez le vendre. Sur les deux premiers points, Louis, par rapport à l'ETF, alors j'entends ce que vous dites, mais on aurait pu se dire que ça prendrait plus de temps. C'est-à-dire se dire que les gens qui voulaient déjà acheter du Bitcoin n'ont pas attendu que les ETF arrivent et que les ETF, ok, on a posé les tuyaux, mais on aurait pu se dire que l'eau mettrait un petit peu plus de temps à arriver, le temps que les sociétés comme BlackRock, etc., fassent un peu la publicité pour leurs produits. Ils l'ont déjà pas mal fait. Ils l'ont déjà pas mal fait, mais on aurait pu penser que ça prendrait beaucoup plus de temps. Moi, je suis là, c'est quand même assez rapide. Je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'il y a quelque chose souvent qui est répété publiquement par beaucoup de figures de l'écosystème, c'est que les banques ne savent pas de quoi elles parlent. En fait, quand on parle quand même avec pas mal de banquiers, qui restent très discrets, en fait, le Bitcoin est très bien connu par les banques depuis 2014-2016. Publiquement, non, parce qu'il y a une question de réputation, évidemment, et on n'a pas envie de dire qu'on touche un actif qui potentiellement est très utilisé pour des activités criminelles, ce qui était le cas avant. Aujourd'hui, quasiment plus. Enfin, parce que il y a les techniques de traçage beaucoup plus perfectionnées, et même ça commence à rentrer
dans des stratégies d'actifs classiques. Donc en fait non, les acteurs qui se positionnent, il y a quand même BlackRock, Franklin Templeton, enfin il y a des gros asset managers qui ont une puissance de frappe et qui en fait soit vendent ou soit jouent avec l'actif ou veulent le détenir sur le long terme. Donc je ne suis pas forcément surpris personnellement. Gaël Itier, fondateur et CEO de Rain, vous avez été dans une audit précédemment trader sur les marchés financiers traditionnels, on va dire. Est-ce que vous, cette hausse fulgurante du Bitcoin vous surprend ? Alors, pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit juste avant, peut-être ajouter quelque chose de légèrement différent, il y a aussi un phénomène que nous, on a pu remarquer déjà au sein de notre clientèle, mais aussi au sein de l'écosystème crypto en général, c'est que contrairement à avant, et un peu dans cet objectif de troisième bull run, pour ceux qui sont là, on va dire, depuis 2017, on observe aussi une forte croyance qui appuie cet effet de spéculation excessive et donc un peu cette interprétation d'anomalie comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça vient un peu rajouter de l'essence, on va dire, au feu, étant donné que il y a eu énormément de communications qui ont été faites justement autour des ETF, et donc ça c'est très bien dit. Vient se rajouter aussi l'effet extrêmement spéculatif d'un avancement du bull run, contrairement finalement à attendre un petit peu Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aurait un fameux FOMO, les gens auraient peur de louper le train et donc s'y mettre plus tôt que prévu ? En tout cas, c'est démontré par le fait que d'autres altcoins, comme on vient de le voir, montent aussi. Donc c'est certainement ça la démonstration la plus honnête. Et on voit, Louis, qu'effectivement Ethereum est en train de rattraper son retard entre guillemets. D'autres altcoins commencent à avoir des performances intéressantes, assez proches de la hausse du Bitcoin, alors qu'en général ça prend un peu plus de temps, ce qu'on appelle communément la alt season, c'est-à-dire le marché des altcoins qui se valorise en général, ça intervient plus tard. Pour vous, Louis, tout va être en avance dans ce cycle. À quoi on peut s'attendre pour la suite ? En fait, oui, parce que Bitcoin, en fait, quand le Bitcoin monte, tout le reste monte de manière générale. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin, si vous voulez, ça donne confiance. Parce que quand les médias traditionnels parlent des cryptos, parlent de la blockchain, ils parlent de Bitcoin. Et si vous êtes un particulier, si Bitcoin va bien, vous vous dites « Ah bah non, c'est pas un scam, je peux investir, je vais tenter ma chance ». Vous savez qu'il y a de plus en plus aussi de gens qui pensent que c'est très difficile de faire des multiples avec Bitcoin, donc qui ne détiennent pas de Bitcoin. Donc ils se disent quand Bitcoin monte, je vais directement passer sur Ether ou sur d'autres altcoins. Pour Ether, et ce pourquoi effectivement on va peut-être être en avance par rapport aux peut-être 3 précédents bull run qu'on a vus, c'est qu'en fait effectivement Ethereum va commencer à être pricé, c'est-à-dire que le but un marché il anticipe. C'est-à-dire que quand vous avez un événement, vous allez essayer de parier avant les autres pour avoir raison avant les autres, time to market, et justement faire plus de profit que les autres. Et c'est ce qui se passe avec Ethereum. C'est ce qui s'est passé aussi un peu avec Bitcoin. Le fameux buy the rumor, sell the news. Exactement. C'est exactement ça. Acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Et exactement. Sur Ethereum, c'est quoi ça ? C'est cette potentielle approbation d'un ETF Ethereum Spot qui pourrait, je dis bien qui pourrait arriver au mois de mai. Exactement, elle pourrait arriver au mois de mai parce que pour des questions juridiques, la SEC, comme on a vu en fait, c'est exactement le même principe avec les ETF Bitcoin, devra se justifier, devra apporter plus de justificatifs si elle repousse encore les demandes, effectivement, les fields pour un ETF Spot, cette fois pas Bitcoin mais Ethereum. Donc en fait, le fait que Bitcoin et Ethereum montent, ça transparaît parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on retrouve dans la finance décentralisée, c'est que de manière générale, comme on croit dans le Bitcoin, que ça va continuer à monter, qu'est-ce qu'on fait ? On dépose Bitcoin en collatéral dans des protocoles de finance décentralisée pour emprunter d'autres cryptos et justement pas être obligé de vendre ces Bitcoins. Parce que si le Bitcoin continue à monter, ça veut dire que votre position, vous allez pouvoir potentiellement la garder longtemps ou la renforcer en empruntant encore plus de cryptos qui vous permettront justement d'acheter ou en tout cas d'emprunter des stablecoins pour aller basculer sur d'autres altcoins dans la DeFi. Donc si vous voulez, c'est un petit peu cette bascule aussi qu'on est aussi en train de voir et qui fait que les altcoins montent en même temps que le Bitcoin. C'est ce qu'on appelle un bull run. En fait, c'est un petit peu un effet de réseau qui se diffuse à tout le marché. Donc pour vous, Louis, ça y est, on y est dans le fameux bull run. Oui, là, bull run, je ne parle pas que de Bitcoin parce qu'on parlait de Bitcoin qui était très en avance, mais je parle de tout le marché là. Si vous regardez depuis octobre, vous prenez quasiment, dans le top 100, je ne sais pas, ou même 200, je ne sais pas, vous regardez toutes les cryptos, il n'y en a pas une, peut-être, il faut la trouver, qui n'a pas fait moins de... qui n'a
pas fait au moins 20% de hausse, 10, 15, 20%. Donc en fait, effectivement, souvent, on dit dans un bull run que l'important, c'est juste d'acheter parce que tout monte. Bon, évidemment, c'est pas forcément le cas, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Mais en gros, top 50, top 100, des cryptos en général, c'est ce qui est caractéristique pour l'instant de ce marché, c'est que les bull runs, comme les bear markets, donc les cycles haussiers ou baissiers, sont très forts à la hausse d'un coup et très forts à la baisse également. Voilà, prudence sur les marchés. Dans un instant, on va s'intéresser à un type de crypto en particulier qui sont les stablecoins. Mais d'abord, on va s'intéresser un petit peu, on va s'éloigner 2 minutes des cours et on va s'intéresser un peu à la tech avec cette grande question, comment l'intelligence artificielle, Gaël, et la blockchain peuvent vous servir, vous, épargnants qui nous écoutez. Alors, on observe de post-Covid et depuis cette extrême inflation que nous vivons et donc la baisse du pouvoir d'achat finalement de monsieur et madame tout le monde, donc du petit épargnant, on observe un changement des mentalités quant à l'ambition de venir rémunérer son épargne ou construire son avenir financier. Donc on se retrouve dans une situation où l'industrie bancaire ou les institutions en général ont particulièrement fait des innovations dans le domaine du paiement depuis des années, donc de la carte bancaire jusqu'au paiement sans contact, grappiller des centimes pour automatiquement épargner, des cartes en métal. En fait, il y a énormément d'innovations qui ont été faites autour du paiement. Et parallèlement à ça, on observe ce changement de paradigme des mentalités quant à notre relation à l'argent, de la consommation, voire de la surconsommation, vers la construction d'une épargne. Et alors, vous, c'est intéressant, chez Rain, en fait, vous voulez essayer tenter de réunir les deux mondes, que sont un peu la finance traditionnelle et cette nouvelle finance que sont les cryptos. C'est quoi l'objectif derrière ? Tout à fait. Alors, par rapport à ce que je disais justement, ce qui se passe, c'est qu'il faut trouver des nouvelles façons de venir construire son épargne, peut-être un peu moins traditionnelles, puisqu'on voit bien que l'épargnant ne peut plus lutter contre l'inflation qui vient peser sur son quotidien. Donc, il vient chercher des alternatives de placement, un peu avec l'émergence des plateformes de crypto-monnaie en l'occurrence, mais aussi des plateformes boursières. Donc, chercher du placement et de l'investissement. Maintenant, avec les technologies blockchain et par extension d'intelligence artificielle pour le côté éducationnel, on sera en mesure d'aller chercher peut-être un peu plus de diversification dans son portefeuille pour aller chercher peut-être plus de taux d'intérêt, plus en connaissance de cause, avec plus de transparence, d'où l'intérêt. Donc chez Rain, effectivement, notre ambition, c'est à terme devenir le pionnier de l'épargne moderne et de l'investissement moderne, par la fusion croisée de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Bon, et c'est assez intéressant parce on l'a vu notamment pendant le Covid. Le Covid, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens se sont retrouvés chez eux avec du temps et potentiellement moins de dépenses, donc plus d'argent à investir. Donc sont plus intéressés à gérer leurs finances personnelles. Et il y a eu ce fameux bull run un peu à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, qui ont eu notamment les jeunes, un premier contact avec l'investissement via le marché crypto, et après ça se diffuse dans la finance traditionnelle en général. Il y a pas mal de gens pour qui la porte d'entrée, c'est les cryptos. C'est quoi ces nouveaux comportements d'investisseurs, notamment chez les jeunes aujourd'hui ? Je dirais que dans une démarche de transition numérique et de transition vers une nouvelle façon d'épargner ou d'investir, effectivement, il faut aller chercher de nouveaux types de produits, mais malgré tout, on va aller les chercher dans la finance traditionnelle, puisque ce sont là que sont les milliards investis. Et donc, une des possibilités, notamment, c'est la tokenisation d'actifs du monde réel, donc qui est assez à la mode, on en parle pas mal en ce moment pour l'année 2024. Donc c'est un peu une des thématiques qui serait importante afin de pouvoir permettre aussi à l'épargnant d'avoir plus de choix et plus d'opportunités. Alors je pense évidemment à la tokenisation d'immobilier, qui est finalement un marché extrêmement large et extrêmement finalement peu utilisé par le petit épargnant. Souvent, une classe d'actifs qui est limitée à ceux qui sont plus riches, ceux qui ont accès notamment à des banques privées ou à des conseillers en gestion de patrimoine. Donc l'utilisation de la blockchain dans ce cas-là, notamment par la tokenisation, va permettre de pouvoir donner plus d'accessibilité, de fractionner aussi l'investissement pour toutes les bourses finalement, et de donner aussi potentiellement de la liquidité sur des produits qui ne le sont pas. Donc on parlait de l'immobilier, c'est pas nécessairement liquide, mais c'est un produit d'investissement assez solide que les Français, ou on va dire les Européens par extension, apprécient énormément. Mais on pourrait imaginer aussi les énergies renouvelables ou l'art. Donc il y a énormément de possibilités par la blockchain, et notamment en particulier par la tokenisation d'actifs réels, afin d'avoir plus d'opportunités de placement dans un avenir proche.
Là, c'est un cas où effectivement on utilise la technologie blockchain pour rendre plus accessibles certains actifs, on va dire, réels. Louis, aujourd'hui, on a un peu de finance. On a à la fois la finance traditionnelle et cette nouvelle finance un peu incarnée par tout ce qui est crypto, blockchain. Pour vous, c'est plutôt la finance traditionnelle qui fait le pas vers la nouvelle finance, ou alors cette nouvelle finance qui, s'inspire de la finance traditionnelle, ou les deux? C'est un peu des deux. Là, on va rentrer dans quelque chose d'intéressant que certains qui ont tenté d'anticiper un peu ce qui allait se passer appellent l'hybridation entre les deux modèles. Il y a des bonnes choses à aller chercher dans les deux modèles. Peut-être pour revenir sur l'histoire alors, je pense que c'est un bon exemple, la tokenisation de l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une erreur qui est faite quand on parle de la tokenisation d'immobilier, c'est qu'effectivement, ça peut rendre beaucoup plus accessible, parce qu'en fait, vous allez pouvoir fractionner et recevoir en fait des intérêts peut-être même au jour le jour, alors que vous pouvez que les recevoir en semaine ou au mois ou même à la fin de l'année. Et là, effectivement, grâce à la blockchain, vous auriez la possibilité de recevoir quotidiennement, comme ça se fait quand même de manière assez commune dans la DeFi, vos rendements. L'erreur quand même souvent qui est faite, c'est de croire potentiellement que ça peut rendre cet investissement plus liquide. Alors déjà pour deux raisons. La première, c'est que il faut un acheteur en face pour que ce soit plus liquide, et c'est pas forcément le cas avec l'immobilier. Et puis la deuxième chose, c'est la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation est pas du tout prête, et il y a beaucoup d'acteurs, alors que ce soit plus ou moins sciemment, qui tentent un petit peu de freiner, aussi bien le régulateur qui dit attendez, on va y aller doucement, et puis d'autres acteurs qui ont le monopole et qui ont plus intérêt à être prêts quand la vague arrivera. Justement, en parlant de réglementation, on a MiCA, Market in Crypto Assets, qui arrive dans quelques mois. Et dans MiCA, il y a des dispositions qui arrivent concernant les stablecoins. Je rappelle, les stablecoins, c'est une crypto-monnaie adossée à une monnaie fiat. Voilà. Louis, l'euro, ça peut être de l'euro, du dollar ou autre. Louis, est-ce que les stablecoins sont menacés en Europe déjà pour commencer par l'entrée en vigueur de ce règlement? Alors ça dépend lesquels. Si vous parlez des natifs de l'écosystème crypto, clairement, c'est-à-dire que l'avantage d'un stablecoin, c'est que vous pouvez l'échanger de manière extrêmement rapide grâce justement au système ouvert qu'est la blockchain, ce qui n'est pas forcément faisable dans un écosystème bancaire. Dans l'écosystème bancaire, même si les virements instantanés se multiplient, en fait, il faut en gros que ça voyage d'écosystème à écosystème pour des raisons de traçabilité. Dans MiCA, en tout cas ce qu'ont proposé ceux qui ont écrit MiCA, donc qui est un règlement européen, la totalité de MiCA commencera à entrer en application à partir du 30 décembre 2024, mais le volet sur les stablecoins arrivera dès cet été, donc il sera effectif dès le 30 juin 2024. Le problème avec ça, c'est que ça va considérer les stablecoins comme de la monnaie électronique. Et la monnaie électronique, si vous voulez, c'est la monnaie, par exemple, que vous allez pouvoir toucher quand vous allez être sur Lydia, par exemple. C'est de la monnaie électronique. Et alors ça, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Qu'est-ce que ça change ? C'est que déjà, vous pourrez pas, les émetteurs de stablecoin ne pourront pas rémunérer les détenteurs, ce qui se fait beaucoup dans la DeFi, ce qui justement permet d'être attractif. C'est-à-dire que souvent, les stablecoins utilisent des obligations d'État, des bonds, des treasuries, justement dans leurs réserves pour gagner de l'argent et parfois le redistribuer en partie à leurs utilisateurs. Ça, ce sera plus possible. La deuxième chose, c'est que l'utilisation de la monnaie électronique est extrêmement limitée. C'est, je crois, à peu près quelques milliers d'euros par an. Même un particulier qui a l'habitude, qui a un petit peu d'argent et qui joue en crypto, il explose ses plafonds assez rapidement. Donc ça, c'est un autre problème. Puis la troisième problématique, c'est que la monnaie électronique, c'est un moyen de paiement. Et quand vous payez dans l'Union européenne, vous pouvez potentiellement être obligé d'avoir une autre licence pour proposer les stablecoins, donc pour les plateformes d'échange. Et cette licence, en fait, c'est la disposition sur les moyens de paiement. Donc vous devez être PSP, c'est-à-dire habilité à proposer ces moyens de paiement. Et ça, typiquement, ça pourrait avantager les banques traditionnelles par rapport aux acteurs crypto déjà en place ? Oui, complètement, parce que il faut, pour pouvoir émettre un stablecoin, en gros, il faut 2 licences pour simplifier. Il faut donc la licence EME, établissement de monnaie électronique, donc pour émettre de la monnaie électronique. Et la deuxième, c'est en gros établissement de crédit. Et qui est-ce qui est établissement de crédit dans la plupart des cas ? C'est les banques. Donc les banques, en fait, ont beaucoup moins de soucis. Déjà, d'une part, parce qu'elles ont l'habitude de traiter avec le régulateur. Elles savent un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Préparer les dossiers, avoir plus de moyens. Et surtout, en fait, elles ne seraient absolument pas gênées de lancer des stablecoins qu'on pourrait appeler évoluant en réseau limité. C'est-à-dire que la crainte du régulateur, une nouvelle fois, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que, en gros, vous avez plein de stablecoins du marché qui peuvent d'une part fractionner le marché. Vous avez plein d'acteurs nouveaux différents qui vont émettre un stablecoin. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait
pour tracer cet argent. Ça, c'est un gros souci. Donc, ce que peuvent faire les banques, par exemple, c'est lancer leur propre stablecoin qui, en gros, serait utilisable par nous tous sur le plateau, mais au moyen d'un KYC, et vous ne pourriez pas l'envoyer, par exemple, à n'importe qui. Ou alors, effectivement, ce serait de la monnaie électronique et ça pourrait voyager, mais avec des restrictions très importantes. Bon, là, dans ce cas-là, c'est plutôt la finance traditionnelle qui est en train de s'emparer du... Pas forcément. Pas forcément, parce que c'est peut-être aussi la fin du régime de monnaie électronique. Parce que si on parie sur le fait que la blockchain, c'est l'avenir du système financier, les régulateurs ont tout intérêt à ce que, en fait, la monnaie électronique s'habitue au système stablecoin. Et d'ailleurs, ça c'est une information qu'on a révélée donc ce matin chez The Big Well. Il y a une lettre qui a été envoyée donc à l'ensemble des autorités européennes compétentes, justement pour demander des clarifications, parce que forcément, quand vous êtes établissement de monnaie électronique et qu'il y a des privilèges qui sont accordés aux stablecoins, vous n'allez pas forcément être content. Donc, c'est peut-être en fait, avec le règlement, la fin du régime de monnaie électronique tel qu'on le connaît. C'est la fin de cette émission. Gaël Itier, vous en êtes où? Rain, ça fait 2 ans que l'application est sortie, c'est ça? Combien de téléchargements et d'utilisateurs à ce stade? Eh bien, 350 000 téléchargements, donc on est très fiers. Ça fait à peine 2 ans qu'elle est lancée. Voilà, on est dans un beau cycle haussier. On est très heureux. Puis on est made in France. On a une 60aine de collaborateurs. Donc on est très fiers de nous et on va dans cette lignée. Made in France, c'est important ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gaël Itier, fondateur et CEO de Rain Finance. Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain 15h, c'est les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. BFM Business, BFM Crypto, le club.